personnage controversé. D'ailleurs, vous verrez qu'il est controversé ensuite en plateau, que l'on a surnommé, à tort ou à raison, le Raspoutine de Poutine. Alexandre Douguine, vous le voyez avec sa barbe qui le rend si reconnaissable, idéologue, ultranationaliste, influent ou pas, on le verra dans un instant. En tout cas, il s'était très peu exprimé ces derniers mois et vous allez voir qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour lui, il faut tout changer, nettoyer les écuries d'Augias et sonner en quelque sorte la mobilisation générale. Les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexandre Douguine? Bien, vous avez peut-être déjà vu son visage. Le voici, Alexandre Douguine, 61 ans, idéologue, théoricien politique russe, mais aussi propagandiste du Kremlin. Il est ultranationaliste, il fait la promotion de l'impérialisme russe, il a même écrit des essais dessus, et il a fondé ou cofondé 3 partis politiques d'extrême droite. Bref, il est l'un des faucons les plus durs du pouvoir de Moscou. Il est réputé très influent dans les cercles d'intellectuels de l'extrême droite russe. Il a longtemps été conseiller du président de la Douma, le Parlement, sur les questions de géopolitique. Aujourd'hui, il est même considéré comme l'homme qui murmure à l'oreille de Vladimir Poutine. Et vous l'avez dit, la presse occidentale le surnomme d'ailleurs le Raspoutine de Poutine. Il est soupçonné d'être le cerveau de la guerre en Ukraine. Pour lui, disons-le, l'Ukraine n'a jamais été un pays, un État indépendant, et il est d'ailleurs soumis aux sanctions occidentales depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée par la Russie. Enfin, dernière information, il est le père de Daria Dugina, elle aussi analyste politique, tuée, souvenez-vous, dans un attentat à la voiture piégée en août dernier. Il se murmure d'ailleurs que c'était lui, le père, qui était visé et non la fille. Il a peu parlé depuis cet attentat. Que dit-il aujourd'hui ? Mais effectivement, on en parle assez peu. Il s'adresse régulièrement tout de même à son public sur Telegram. Cette fois-ci, il parle de la guerre. Pour lui, la contre-offensive ukrainienne a bel et bien commencé. Et il va même plus loin puisqu'il donne ses recommandations au pouvoir russe. Et quand on sait qu'il en est proche, eh bien on imagine que cela peut avoir un impact sur la poursuite de la guerre. Premier point, Alexandre Douguine appelle à instaurer la loi martiale, donc à déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine et décréter dans la foulée la mobilisation générale. Les hommes, l'industrie, l'économie, bref, toute la société russe au service de la guerre. Deuxième point, et il est extrêmement important aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas précisément ce qui se passe au sommet de l'État russe, il appelle clairement à une purge immédiate, sans pitié, sans compromis, dans les ministères et les cercles du pouvoir, avec un objectif qu'il énonce clairement, se regrouper autour du commandant en chef et agir strictement sur ses ordres. Tous les autres doivent être ignorés, dit-il. Alors, tous les autres, on ne sait pas exactement de qui il parle. On peut évidemment penser à Evgeny Prigojine, l'omniprésent chef de la milice Wagner. On peut aussi se demander s'il ne vise pas Sergueï Shoigu ou Valéry Gerasimov, les 2 hommes forts de la guerre en Ukraine. Parce que dans sa vision des choses, il ne peut y avoir qu'un seul chef. Et il va même plus loin, il peut y avoir des traîtres partout, dit-il. Cette phrase en dit long, en dit beaucoup sur la paranoïa qui règne au sommet de l'État russe. Il appelle, Douguine, le pouvoir de Moscou à éloigner ceux qu'il considère comme trop mous vis-à-vis de l'Ukraine. Au lieu du libéralisme qui, hélas, continue de dominer, nous avons besoin d'une idéologie du patriotisme, dit-il. Et est-ce qu'il parle des combats en tant que tels ? Bien non, pas vraiment. Alexandre Douguine est avant tout un idéologue, on l'a dit, mais il brandit quand même la menace nucléaire tactique, celle qui est censée être utilisée sur le champ de bataille. Il précise, pour être tout à fait exact, il faut être prêt à utiliser des armes nucléaires tactiques. Et puis pour finir, il pointe tout de même l'échec de l'offensive russe au début de la guerre. Il exprime un regret. La contre-offensive, sous-entendue ukrainienne, n'aurait pas commencé si nous avions fait tout ce qu'il fallait jusqu'à présent, dit-il. Vous le voyez, on sent donc chez lui la crainte de cette contre-offensive, en tout cas une forme d'amertume, ce qui veut dire que même l'un des plus proches de Poutine reconnaît que l'armée ukrainienne pose un défi majeur à ce qu'il aimerait être la toute-puissance de l'Empire russe. Merci infiniment, Fanny. Vera Grandseva, Alexandre Douguine, vous avez, vous, un point de vue peut-être plus contrasté sur son influence. En tout cas, on voit bien que les idées qu'il représente sont des idées qui sont, dans le fond, assez classiques chez les faucons.
Effectivement, elle a une image très forte quand on le regarde avec sa barbe. Elle vraiment, notamment du point de vue de l'Occident, il représente un peu, voilà, Raspoutine. La caricature. Poutine, c'est un peu caricatural dans ce sens. Et c'est quelqu'un qui a quand même développé son idéologie. C'est vrai. Il a publié les manuels sur la géopolitique. Et par contre, sur la théorie de la géopolitique, je veux dire géopolitique allemande, tout ce qui est la vraie géopolitique, donc la connexion entre la science politique et la géographie. Il était assez influent dans les années 2000. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, il reste influent, mais dans les milieux assez étroits, même assez marginaux, des ultranationalistes, les gens vraiment qui partagent toutes les idées que vous venez de citer. C'est assez marginal dans la société russe. Mais pour le pouvoir russe, ici je suis d'accord avec Antoine, c'est important d'avoir cette minorité qui quand même alimente les attitudes ultranationalistes. Mais si on essaie de voir si, par exemple, il est connu par les Russes, moi, honnêtement, j'ai découvert qu'il est très connu quand je suis venue en France. Voilà, pardon de le dire, mais j'étais étonnée parce que je me disais, bon, en russe, si vous allez demander à une personne dans la rue, il ne saura pas qui c'est. C'est pas un personnage grand public. Et non plus dans les élites, parce qu'il y a les études des élites. L'élite russe n'est pas en boîte noire, on sait des connexions, il y a les spécialistes qui étudient les conflits, il y a les fuites, on connaît des choses qui se passent, et on sait que, par exemple, Dugin n'a jamais rencontré Poutine. C'est connu, voilà. Parce que pour Poutine, il est assez, quand même, marginal, il est trop radical, il va trop loin. Poutine n'a pas besoin des idéologues. Poutine a sa propre idéologie. Et on sait, en fait, qui sont autour de Poutine qui l'influencent. C'est ses amis les plus proches. C'est tout d'abord Yuri Kovalchuk, avec qui il a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Ça, on sait. Il a des sources qui ont confirmé qu'il a passé 2021 renfermé dans son bunker avec Yuri Kovalchuk. Et c'est avec lui qu'il a discuté l'invasion en Ukraine. Donc, Kovalchuk, Rothenberg, les gens de confiance qui sont cachés. Toutes les personnes qui influencent Poutine, elles sont cachées, elles ne sont pas publiques. Parce que la stratégie de Poutine, c'est jamais rendre publiques les choses vraiment importantes. Voilà, d'accord. Donc, à vous entendre, ça n'est pas un personnage grand public, mais il peut avoir une influence malgré tout, ou en tout cas, Anton Arjakovski, ses idées. L'histoire est truffée d'idéologues qui étaient peu connus du grand public, mais qui ont eu une influence réelle. Absolument. C'est ça le débat qu'on a avec Vera, c'est que moi je crois que malheureusement les idéologues sont influents pas forcément par le niveau de contact qu'ils ont au Kremlin, mais par des idées qui font tilt, des idées qui font mouche. Il a fallu que Trotsky invente le journal Pravda pour que immédiatement c'est un succès incroyable, parce que Pravda c'était associé justice et vérité, et c'était ça que voulait entendre. Ça veut dire vérité ça veut dire vérité et justice. Et c'est ça que voulait entendre le peuple russe au début du XXe siècle, une vérité qui soit pas déconnectée de leurs conditions sociales. Il a fallu d'un mot pour que Trotsky immédiatement ait un succès qu'on connaît. C'est la même chose pour Dugin. Il a eu une influence déterminante dans les années 2000 en expliquant combien le libéralisme se transformait en ultralibéralisme et devenait injuste, et que la Russie devait changer de cap. Quel cap ? Un nationalisme exacerbé, et c'est ça qui a été suivi par les élites du Kremlin. Et c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc, lorsque Dugin prend la parole, je sais bien qu'on a tendance à dire, et le FSB, les premiers à dire qu'il n'a aucune influence, qu'il est marginal, etc., parce que c'est pas dans leur intérêt, et néanmoins, à chaque fois qu'il y a un mauvais coup, on trouve Dugin. Quand il y a eu un coup un coup d'État en Turquie, Dugin était en Turquie. Quand il y a eu une invasion de l'Ukraine quelques mois plus tôt, Dugin dit il faut les tuer tous, tuez-les tous. Et c'est lui qui avait les mots les plus violents en Russie dans les années 2013-2014. Et aujourd'hui, s'il prend la parole et qu'il dit, et je pense que c'est le plus important de ce qu'on a entendu et très bien résumé à l'instant, qu'il faut sortir de cette situation qui n'est pas claire, à savoir opération spéciale, qu'il faut déclarer la guerre pour rendre les choses claires pour le peuple russe, pour permettre une mobilisation. Ça, je pense que c'est le point très important qu'il faut retenir de son intervention. Oui, c'est effectivement parmi les points, Jean-Luc Merchet, peut-être celui qu'on retient le plus, mobilisation générale, et aussi un grand remplacement, si vous me passez l'expression, dans les ministères, avec des gens qui sont jugés trop mous, trop libéraux, trop perméables aux idées de l'Occident, et qu'il faut remplacer, alors là, par des ultra-nationalistes, bien sûr. Oui, je crois qu'on peut dire deux choses avec certitude sur Dugin. D'abord que c'est un idéologue et un intellectuel fasciste, franchement.
qui est un fascisme à la russe, évidemment, c'est pas le fascisme de Mussolini, mais un fascisme. Et on peut dire aussi, et je suis assez d'accord avec l'analyse de Vera, c'est certainement pas un homme qui souffle tous les jours à l'oreille de Vladimir Poutine. Il a de l'influence parce qu'il est un idéologue fasciste dans un pays qui est en voie de fascisation, idéologiquement. Et effectivement, c'est ça le problème. Ça, c'est ce que dit Antoine. Évidemment, il a une influence idéologique. Alors, il incarne de manière radicale, extrémiste, un vieux courant idéologique russe. De l'eurasisme. Au 19e siècle, on avait l'habitude d'opposer les slavophiles aux occidentalistes, c'est-à-dire soit les gens qui disent la Russie doit être un pays européen à peu près comme les autres, soit les gens qui disent non, la Russie appartient à un autre monde que l'Occident, et il y a une guerre des civilisations entre la Russie et l'Occident. Dugin incarne cette idée de guerre des civilisations, de clash des civilisations. On appelle ça aujourd'hui l'eurasisme, mais c'est que le néo-eurasisme, mais c'est que la version de ce qu'on avait au 19e siècle, représenté par des gens extrêmement réputés. Dostoïevski, par exemple, pensait à peu près ça. Le grand écrivain russe pensait à peu près des choses comme ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il a de l'influence ? Oui, il a de l'influence parce que la société russe est d'abord parce qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et ça, ils s'en rendent compte. Et donc, la réaction de l'extrême droite la plus radicale est de dire, mais on ne peut pas rester comme ça. Il faut mobiliser toute la société, il faut déclarer la guerre, il faut y aller les petits gars, et tous les traîtres, on va les fusiller. Donc, mais effectivement, alors il est connu en France. D'ailleurs, il est connu en France à l'extrême droite française. Je voyais tout à l'heure dans un magazine d'extrême droite qui s'appelle Éléments, un mensuel tout à fait intellectuel, de bon niveau. Ils reproduisent, il y a un numéro spécial sur la Russie, très pro-russe, et ils reproduisent une interview de Dugin, longue interview, réalisée par Alain de Benoît, l'un des théoriciens de la nouvelle droite française. Donc oui, c'est un homme qui compte, mais c'est certainement pas lui qui décide la politique de Poutine. Ça, on peut l'affirmer de manière catégorique. En tout cas, vous l'avez dit, il est le thermomètre sans doute d'une inquiétude qui est en train de se propager chez beaucoup d'ultranationalistes. Autre personnage plus connu, celui-là, Dmitri Rogozine, il a été vice-président du gouvernement russe. C'est un personnage, lui, pour le coup, haut en couleur. On a beaucoup parlé de ses frasques. Interrogé, vous allez le voir à la radio russe, il a des mots extrêmement forts, et notamment sur les Ukrainiens, et Pierre Servan va le commenter. Надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете? Мы теряем самых боеспособных ребят. И их надо восполнять. Pierre Servan, c'est une musique qui monte. L'ennemi est bien plus fort que nous. Il ne se paye pas de mots, Rogozine. Oui, exactement. Vous utilisez le terme de musique, c'est vraiment cette idée que j'avais. Il y a une musique qui monte depuis un certain temps. Alors je suis incapable de dire en interne Russie quel impact ça a. Cette musique, elle est celle... Vous savez, il y a eu des interceptions de conversations à l'étranger de personnes qui n'appartiennent pas à cette mouvance fasciste ou brun-rouge, et qui étaient plutôt des hommes d'affaires, et qui en gros disaient « mais Poutine est en train de nous planter, c'est quelqu'un qui est mou, qui n'est pas capable de prendre des décisions ». Donc il y avait toute une série d'attaques sur le personnage de Poutine, qui serait une sorte, entre guillemets, de centriste, incapable de décider et de trancher. Donc vous avez ça. Et puis vous avez cette musique radicale qui dit depuis plusieurs mois, on ne prend pas les mesures qu'il faut, et le président Poutine reste en deçà, toujours en essayant de jouer cette fausse opération spéciale, et on voit le résultat. L'autre chose aussi qui me frappe, c'est que quand on se plonge dans l'histoire militaire russe, en remontant un peu les siècles, donc il y a des grandes périodes d'expansion, la Grande Catherine, justement la conquête de la Crimée, Pierre le Grand, dont Poutine dit il n'a jamais conquis d'autres territoires, il n'a jamais agressé d'autres pays, il n'a fait que récupérer son dû. Il s'est battu contre les Suédois, les Baltes, la mer d'Azov, etc. Très intéressant. Non, il n'attaque pas, il récupère ce qui lui est dû.
Poutine est dans cette psychologie. Mais donc, vous avez des phases d'expansion, et puis il y a des ruptures dans la mémoire militaire russe avec des échecs cuisants. La guerre de Crimée en 1854, où les Français, les Britanniques, les Turcs et le Piémont-Sardaigne s'opposent à l'expansionnisme russe, notamment vers les mers chaudes. Alors là, en remontant en 1812, le fait que les Français arrivent sur Moscou, alors ça se termine mal pour les Français, c'est assez bien joué, mais la ville sainte a été quand même profanée, entre guillemets, par les envahisseurs français. Et partiellement brûlée, bien sûr. Voilà. En franchissant à grandes enjambées la première guerre de Tchétchénie, avant la première guerre de Tchétchénie, l'Afghanistan, qui ne garde pas un très bon souvenir, première guerre de Tchétchénie qui n'est pas considérée comme un succès et qui explique pourquoi Poutine provoque la seconde pour montrer qu'il va réussir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que et puis là aussi, pardonnez-moi, je vais en zigzag sur l'histoire, mais 41, l'enfoncement complet de toutes les armées soviétiques qui ont été décapitées par Staline, c'est-à-dire avant d'être enfoncées par la Wehrmacht, l'armée rouge a été décapitée par Staline en 1937. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là, excusez-moi, Tsushima, face aux Japonais, 1905, qui a été un traumatisme majeur en Russie à l'époque, puisque des jaunes avaient battu des blancs. C'est comme ça que c'était présenté. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hypothèse de la défaite, de l'enfoncement, de l'effondrement, c'est quelque chose qui existe. Et c'est assez frappant de voir que dans les débats, quand même, où ce sont plutôt des turiféraires du régime, des gens qui sont quand même très alignés, cette musique-là de mais bon sang, ça va être l'effondrement, ça vient, ça monte, et la question, c'est de savoir, est-ce que ça va avoir des effets politiques ? Est-ce que, par exemple, un Prigojine qui commence à cibler... Alors, je ne sais pas, les personnes qui parlent le russe interprètent parfois différemment les derniers propos de Prigojine qui semblent cibler le chef de la mafia, c'est-à-dire Poutine lui-même. Alors, est-ce que c'est Poutine ou est-ce que le vieux ou le grand-père, est-ce que c'est encore Shoigu ? Mais voilà, mais tout ça, en tout cas, ça me fait penser donc à ce titre du livre du général de Gaulle sur un autre sujet, qui est la discorde chez l'ennemi. On sent quand même que ça branle du manche du côté russe. Effectivement. Et en tout cas, cette idée de mobilisation revient. Alors, pour le coup, chez tous les ultranationalistes, il faut mobiliser. On apprend d'ailleurs, grâce aux renseignements anglais, que l'armée russe, non pas Wagner, mais l'armée russe a probablement recruté jusqu'à 10 000 condamnés dans les prisons en avril 2023 pour combattre en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils reprennent la méthode, en quelque sorte, de Prigojine. On voit bien qu'il y a un besoin d'hommes pour monter au front, et que les plus durs, les faucons, disent on n'y arrivera pas sans une mobilisation, certains disent une mobilisation générale. Oui, effectivement, les faucons de la guerre, on parle depuis presque le début de la guerre. Et après, peut-être 6 mois déjà après le début de la guerre, peut-être 8 mois, on a vu qu'il y avait un nouveau phénomène qui était en train de former en Russie, qui s'appelle le club des patriotes fâchés. Et ce qu'on voit comme Rogozin, qui effectivement est connu en Russie parce qu'il a occupé déjà il était en chef du parti politique, après il était en chef de Roscosmos, et en cette fonction il a l'agence spatiale. Voilà, c'est assez marrant. Et donc la société russe. Il a été viré par Poutine d'ailleurs. Voilà. Donc et lui plutôt, il représente cette mouvance qui émerge en Russie. Il était guidé par un ancien mercenaire qui a commencé en fait le séparatisme à Donbass, Igor Girkin, ou Strelkov, parce que lui, il fait des streams, des vidéos régulières où il accuse le commandement russe, il vise même le commandant en chef, donc il est assez radical. Et Rogozin, en fait, qui a été viré depuis quelques mois et qui n'a pas pu trouver un nouveau rôle dans la politique, apparemment, il est en train de voir est-ce qu'il peut joindre ce club des patriotes fâchés qui, eux, ils vont assez loin. En fait, ils critiquent beaucoup et ils déstabilisent la politique en Russie parce qu'ils brisent les règles que Poutine a établies. Ils n'obéissent pas complètement au système de Poutine. Et c'est eux qui peut-être vont influencer la politique russe dans les années qui viennent. En tout cas, Antoine Arjakovski, des voix discordantes. Des voix discordantes. Je voudrais juste rajouter un mot à propos de Rogozin. Il lui a été promis
à l'automne dernier qu'il serait le gouverneur de la Novorossia, de ces justement régions qui ont été annexées, Zaporogié, Kherson, etc. Et donc c'est pour ça qu'il veut la mobilisation, c'est qu'il se voyait déjà comme celui qui allait rétablir le nouveau gouverneur, la Grande Russie, le nouveau gouverneur de cette région de Novorossie, et c'est la raison pour laquelle lui, comme Dugin, insiste sur la mobilisation. Ce qu'il reproche à Poutine, c'est de ne pas prendre des décisions. Ce qui me frappe dans le mot de Dugin, c'est il ne faut pas faire traîner les décisions. Ça veut dire que là, cette incertitude, c'est insupportable parce qu'il y a un risque de voir se produire ce qui s'est passé en 41. C'est des gens qui réfléchissent toujours par rapport au logiciel de la Deuxième Guerre mondiale. En 41, les Allemands sont arrivés. Il a fallu un moment, alors que Staline, dit-on, était complètement ivre dans sa datcha, il n'arrivait pas à réagir, il a fallu que ce soit l'Église russe qui fasse un discours, le métropolite Serge, en disant « Réveillez-vous, il faut qu'on résiste face à l'envahisseur allemand, etc. » Et c'est ça qui a réveillé Staline et qui a permis finalement à l'armée soviétique de résister. Mais jamais le nom de Poutine n'est prononcé. Comme à l'époque, jamais le nom de Staline d'ailleurs n'était prononcé quand il y avait des critiques en creux du pouvoir et de son atonie. Oui, mais c'est lui qui peut prendre des décisions. Oui. Donc c'est vrai, c'est lui qui est visé en réalité. C'est plutôt... votre remarque est très juste, mais ça renvoie plutôt au tsarisme. C'est-à-dire qu'il y a dans l'imaginaire politique russe l'idée que le tsar est par nature bon. Et qu'il est mal conseillé, et qu'il est mal entouré. C'est quelque chose de structurant vraiment dans l'histoire politique russe. Sauf que en 1917, en février 1917, la monarchie tsariste, l'empire tsariste, est tombé en 10 jours. En 10 jours. On oublie ça. Il y a eu des manifestations de femmes à Saint-Pétersbourg. 10 jours plus tard, le pouvoir, et plus jamais, il n'a plus ressurgir. Donc, on voit bien que les choses peuvent être extrêmement, à la fois, ça dure pendant longtemps, parce qu'on pense que le tsar est bon, et tout d'un coup, d'une manière extrêmement brutale, les choses se retournent. Février 1917, février-mars 1917, je crois que ça commence un samedi, ça se termine un jeudi de la semaine suivante. La monarchie, qui a 4 siècles, qui était la monarchie absolue, s'effondre sans aucune possibilité jamais de revenir. C'est absolument fascinant. L'histoire russe a des choses absolument qui nous réservent de sacrées surprises. Ça a donné la monarchie constitutionnelle en février, et puis ensuite la révolution bolchevique au mois d'octobre. Oui, mais le tsar est tombé. Non, plus c'était la République déjà. Oui. Pierre, la Douma était encore là. En quelques secondes pour conclure là-dessus, et on va aller sur le terrain. Très rapidement, pourquoi Poutine ne déclenche pas la mobilisation générale ? Il y a plusieurs explications. On sait qu'il craint, évidemment, derrière, plus vous mettez d'hommes, plus vous avez de pertes. Les phénomènes donc, qui ont été connus pendant la guerre d'Afghanistan avec les mouvements de mer, etc. Mais il y a un autre phénomène quand on discute point par point avec des personnes qui connaissent bien le système militaire russe. Certains disent qu'il ne mobilise pas d'une façon générale parce qu'il ne peut pas le faire. La mobilisation des 350 000 réservistes a donné lieu à un désordre généralisé. Il n'y a pas l'encadrement. Il ne suffit pas d'enrôler il faut les encadrer, il faut les former, il faut les équiper, il faut les armer, et il faut les entraîner, après il faut les projeter. Et là-dessus, il y a une carence totale de cette chaîne-là. Il n'y a pas la logistique, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'armement. Et dernier point qui est très intéressant, qui est souligné dans un très bon rapport de la Fondation pour la recherche stratégique, c'est que l'idée d'aller chercher dans les vieux stocks soviétiques ce qu'il faudrait pour les équiper, apparemment ça ne fonctionne pas, parce que la corruption, le mauvais entretien, la mise sous cocon défaillante. La mise sous cocon, c'est quand vous préservez des matériels qui sont sortis du jeu, mais que vous voulez conserver, et qui demandent de changer les lubrifiants, les pneumatiques, ça. Tout ça n'est pas fait. Donc en fait, il ne ferait pas de mobilisation plus importante parce qu'il ne peut pas la faire. Et donc ça, c'est un gros souci pour lui, parce que les autres vont continuer à faire pression. Alors